Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer des cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, deux tremblements de terre dévastateurs font des dégâts indescriptibles au Mexique. Beaucoup de monde crie. Les gens sont hystériques. C'est très effrayant. Un chasseur d'orage se retrouve englouti par la plus grosse tornade du monde. Je suis là, t'es où, toi? Pendant 4 minutes et 20 secondes, je me demande de quelle manière exactement je vais mourir. Un accro aux sensations fortes plonge droit dans l'une des plus grosses tempêtes de Grande-Bretagne. La tempête Eleanor semblait s'intensifier à mesure qu'elle approchait. Nous sommes au Mexique, le 7 septembre 2017. À Tuxtla Gutiérrez, le concours de beauté Miss Terre bat son plein. Le glamour et l'écologie y sont à l'honneur. Pour la candidate Karen Bustos, cette soirée restera bientôt gravée dans sa mémoire à tout jamais. Nous en étions à la demi-finale. Nous étions toutes sur scène. Ils s'apprêtaient à annoncer les gagnantes quand le tremblement de terre s'est produit. Un énorme séisme de magnitude 8,1 vient de frapper au large de la côte pacifique du Mexique. C'est le plus gros tremblement de terre survenu dans le pays depuis un siècle. La secousse était tellement forte que la fenêtre tremblait. J'ai ressenti un violent choc dans le dos. Tout s'est mis à bouger. Les verres se sont mis à tomber. Les éclairages aussi. Tout le monde pleurait. Les filles s'évanouissaient. C'était très impressionnant. On criait « Courez, courez, ça va s'effondrer !» Alors que l'immeuble où se trouve l'hôtel subit de fortes secousses, on ordonne aux reines de beauté d'évacuer immédiatement les lieux. Pour cela, il faut descendre les 9 étages. On a enlevé nos chaussures à talons. On a couru en tenant nos robes du mieux possible. Et on a essayé de descendre le plus vite possible. On est toutes sorties de l'hôtel.
L'une des filles a été prise de convulsions. C'était impressionnant à voir. 98 personnes trouvent la mort lors de cette nuit fatidique. Le gouvernement déclare l'état d'urgence. En hommage aux victimes, Mister Mexique annule la finale et déclare Karen gagnante. Ça a été une expérience très intense qui m'a profondément bouleversée. Beaucoup de personnes pensent que la nature nous appartient, mais c'est l'inverse. Alors que le Mexique sort à peine de cette catastrophe, 12 jours plus tard, 32 ans après le tremblement de terre tristement célèbre survenu à Mexico en 1985, qui a fait des milliers de victimes, la ville est de nouveau frappée par la terreur avec un séisme de magnitude 7,1. S'accrochant à la vie dans leur appartement situé au 11e étage, se trouvent un frère et une sœur, Gerardo et Tania Eichelman. Tania et moi, on luttait, on criait. Personne ne nous entendait. On n'entendait rien. Juste des coups. Et la terre qui craquait. Je n'ai jamais vécu un truc pareil. On entend le béton qui fait comme ça. Comme si le mur se comprimait. On entend le bruit du béton qui cogne contre le béton. Et puis, on entend... Tania n'arrêtait pas de crier. « Pitié, mes anges gardiens, veillez sur moi, s'il vous plaît !» Quand j'ai vu l'immeuble commencer à se fissurer, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. Nous verrons tout à l'heure ce qui va arriver à Gerardo et Tania alors qu'ils frôlent la catastrophe. Nous verrons les dégâts colossaux causés par le séisme meurtrier à Mexico. Je sortais de la salle de sport et j'ai vu un immeuble entier s'effondrer. Et les secours qui s'activent sans relâche pour dégager de nombreuses victimes, Sortez-les de là, il y a des enfants à l'intérieur! prisonnières sous des tonnes de gravats. Les pauvres enfants étaient en état de choc. Leurs cris me fendaient le cœur. Parmi les catastrophes naturelles meurtrières, les séismes font partie des pires coupables. Ils font environ 8000 morts par an. « 185 victimes sont à déplorer dans ce tremblement de terre survenu en 2011 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. D'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, la ligne de faille est peu profonde et relativement proche de la ville, causant des secousses extrêmement destructrices. L'année précédente, un séisme plus fort d'une magnitude de 7,1, apparu plus en profondeur, n'avait pas fait de victimes. Calme-toi, chérie, du calme, du calme, du calme. Les tremblements de terre sont plus nombreux dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Mais le Chili, en Amérique du Sud, est particulièrement sujet au séisme puisqu'il est situé à la jonction de 3 plaques tectoniques. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Du calme, du calme. C'est lorsque ces plaques frottent l'une contre l'autre que se produisent les activités sismiques. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va pas durer. Ça va s'arrêter, je te dis. En 2010, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,8 a déplacé la ville de Concepción de 3 mètres vers l'ouest. Il a également légèrement raccourci la durée du jour en modifiant la rotation de la planète.
Les postes frontières sont déjà stressants en soi. Mais quand, en plus, un violent séisme de magnitude 7,8 survient, la tension est à son comble. Les montagnes du Tibet s'animent tandis que retentit le fracas de la terre qui se déchire et des rochers qui dégringolent. Mais heureusement, les constructions sont robustes. Ces personnes ont donc seulement eu la peur de leur vie. Chacun sait à quel point il est difficile de prévoir les séismes. Mais quand il s'agit d'être pris au dépourvu, ce jeune Chilien remporte la palme. Comme vous le voyez, je suis aux toilettes. Tout bouge. Il y a un tremblement de terre. Je suis aux toilettes en train de faire caca. Sa position précaire ne l'empêche pas de faire quelques commentaires. C'est normal au Chili. Vous allez aux toilettes et la terre gronde. Regardons le bon côté des choses. C'est un moyen efficace pour relâcher les intestins. C'est fini. Sur les grandes plaines plates, à proximité d'El Reno, en plein cœur de la Tornado Alley, la plus grosse tornade de tous les temps a frappé en 2013. Et il se trouve que le chasseur d'orage australien Daniel Shaw s'y est retrouvé piégé au beau milieu. Je chasse les orages aux États-Unis tous les ans, pendant 3 mois. Et le 31 mai 2013 devait être une journée ordinaire. À mesure que la journée s'écoulait, on savait que les conditions étaient réunies pour qu'une grosse tempête survienne. Ça souffle fort, ça va dégénérer. On va essayer de pas rester là. Elle était sur le point d'éclater, et quand elle a fini par arriver, elle est partie comme une fusée. La tornade d'El Reno, d'un diamètre de 4,2 km, est la tornade la plus large jamais enregistrée. Elle correspond à la largeur de Manhattan. Oh bon sang! La pluie qui l'entoure agit tel un linceul et la rend particulièrement dangereuse et extrêmement difficile à suivre. Elle est juste devant nous! J'ai appelé mon collègue, Greg Ansel, avec mon portable, et je suis parti chasser la tempête initiale. Puis elle s'est mise à évoluer, elle a grossi et elle a changé de dynamique. Au nuage mûr, les éléments caractéristiques de la tornade se trouvaient là où ils n'auraient pas dû être. Et au bout de plusieurs cycles, la tempête s'est transformée en une méga tempête. Vite! Greg! La tornade d'El Reno était comme une bête à plusieurs têtes. On aurait dit qu'elle dansait dans les champs. Elle a pris la forme d'une tornade à multivortex presque immédiatement. Je confirme une tornade à multivortex extrêmement dangereuse. Elle se dirige vers El Reno. Non seulement cette tornade est un horrible monstre à plusieurs têtes où se forment de nombreux entonnoirs, mais elle est également imprévisible et change obstinément de direction. Je savais que la tempête se trouvait au sud par rapport à moi. On connaissait sa vitesse et sa direction. Elle se dirige vers le sud. Bon sang! On ne se doutait absolument pas que la tempête nous avait dépassés. Elle avait brusquement changé de trajectoire. Elle se dirigeait vers le nord et attendait qu'on file droit sur elle. Je suis là, t'es où toi? Il y a beaucoup de vent ici. Alors que nous roulions droit vers elle, nous courions à notre perte. La méga-tornade a posé son piège maléfique. Le pauvre Daniel, qui ne se doute de rien, s'apprête à avoir le choc de sa vie. Six secondes après avoir réalisé que quelque chose clochait, le semi-remorque m'a percuté. Le moment de l'impact a été sans aucun doute l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Dans un instant à la fois de sang-froid et de panique, j'ai pris la décision de dégager la voiture, au cas où le camion se renverserait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a basculé. Si je n'avais pas eu cet éclair de lucidité, je serais mort, broyé par ce camion. Mais ce n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite, ce sont les 4 minutes et demie les plus terrifiantes de ma vie. La Jeep de Daniel et ce camion de 40 tonnes sont désormais tombés entre les griffes de la tornade. Avec des vents soufflant jusqu'à 470 km/h, elle est capable de projeter sa voiture en l'air comme une vulgaire poussière.
J'avais l'impression d'être dans un lave-vaisselle. La vitesse du vent à l'intérieur de cette tornade était incroyable. Je n'avais jamais connu ça. Alors je me suis dit, attends que ça passe, reste calme, elle va bientôt partir. Elle se tenait juste au-dessus de moi. Elle n'avait pas l'intention du tout de partir. Pendant 4 minutes et 20 secondes, je me suis demandé de quelle manière exactement j'allais mourir. 4 minutes et 20 secondes à s'imaginer comment on va mourir, c'est long. D'une certaine façon, j'ai eu la chance que le camion m'ait percuté. Le fait qu'il ait été là, j'ai pu garer ma voiture dans son toit et m'en servir comme pare-choc. Ça m'a sauvé la vie. C'était ma seule protection. S'il n'avait pas été là, je suis sûr que lorsque ces sous-vortex ont frappé, ils auraient emporté ma voiture et m'auraient éjecté. Ça a duré une éternité. Je croyais qu'elle était partie, et puis elle revenait, et ainsi de suite. Cette tornade a fait demi-tour plusieurs fois, ça n'en finissait pas. Mais quand elle a finalement commencé à se dissiper, j'ai pu soupirer de soulagement. La chose la plus réconfortante que j'ai jamais vue, c'est cette lumière bleue et rouge qui clignotait derrière moi. Là, j'ai réalisé que finalement, je m'en étais sorti. Chose extraordinaire, le destin a voulu que le chauffeur du camion et Daniel s'en sortent indemnes. Allez, on file. Mais 4 autres chasseurs d'orage n'ont pas eu cette chance et ont péri dans ce monstre gargantuesque de la nature. En tout, on compte 8 morts, 151 blessés et on estime les dégâts matériels à 40 millions de dollars. La particularité de la tornade d'El Reno était sa taille. Elle était gigantesque. C'était une série de tornades. Chacune en dissimulait une autre. Elle a fait des choses totalement inédites. Le fait que ce soit une tornade qui pulvérise tous les records prouve à quel point la nature peut être imprévisible. Cette furie était le diable en personne. Quand notre puissante Dame Nature décharge sa fureur, nous, simples mortels, réagissons de différentes façons. Ça, c'est un ouragan! Ce facteur de Pennsylvanie n'a pas l'intention de laisser un violent orage entraver sa tournée. L'orage pousse ma voiture! Il faut que je livre mon courrier, mec! Alors que des vents de 130 km/h secouent sa camionnette, elle risque de basculer à tout moment. Sans blague, l'arrière de ma camionnette s'est soulevé. Il faut que je livre mon courrier, moi! Voilà un exemple typique de défi à l'adversité extrême. Cette femme regarde l'ouragan Irma en train de malmener violemment un arbre situé dans son jardin. Oh bon sang, j'en reviens pas. Le sol se soulève et fait bouger cet arbre immense. Bon sang! C'est pas vrai! C'est terrifiant. Vous voyez ça? Voilà un cas classique de réaction disproportionnée. Je crois que je vais pleurer. C'est pas vrai? Oh, pitié! Même sa fille est d'accord. C'est pas si terrible que ça. Chut. Pendant ce temps, à Jacksonville, en Floride, Cette satanée pluie arrive! la réaction de cet homme après la chute de cet arbre suite à l'ouragan Irma ne peut être décrite que comme une surexcitation extrême. Comme vous le voyez, l'arbre qui se trouve derrière moi a arraché la grille. Puis il est tombé sur le toit. Il s'est écrasé dessus et il l'a bien amoché. À Los Angeles, cet homme s'émerveille d'une pluie torrentielle. Ouh, ça va tomber pendant un bon bout de temps. Rien de particulier ne se produit jusqu'à ce que...
Regardez! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est stupéfait. La violence de cette tornade lui a ôté la faculté de parole. Tout de suite, l'un des volcans les plus actifs du monde s'emporte. Mon copain courait, et je me suis mis à courir aussi. Et un kitesurfer de l'extrême s'aventure dans une forte tempête. C'est comme un combat qu'on livre, comme si on luttait contre cette tempête. Comme les séismes, les volcans se trouvent sur les lignes de faille de la Terre, des endroits vulnérables qui leur permettent de décharger leur fureur. Au Guatemala, en Amérique centrale, la faille de Motagua a engendré 29 de ces monstres terribles. C'est la destination idéale pour Steve Rice, globe-trotter aventurier néo-zélandais. Si vous allez dans une destination délirante, vous rencontrez des voyageurs plus intéressants et plus déments. Tout le monde me dit « faut que t'ailles au Guatemala ». Alors j'ai pensé que ce serait peut-être bien d'aller faire un tour là-bas. Et j'ai regardé des vidéos et j'ai vu ce type perché au bord de ce volcan. Du coup, je me suis dit « je vais faire la même chose ». Le volcan sur lequel Steve a jeté son dévolu est le Santiaguito, réputé pour ses éruptions qui surviennent avec la précision d'une horloge. J'observe le volcan parce que je veux le gravir. Il entre en éruption toutes les 20 ou 30 minutes, à point nommé. Ainsi, il relâche la pression régulièrement et ses éruptions sont prévisibles. Du coup, je me dis que c'est sans danger. Enfin, je suis pas volcanologue. Il y a quand même un risque de mort. En février 2016, Steve concrétise son rêve en rejoignant une équipe hétéroclite pour une expédition sur le Santiaguito. Il y avait un Français et un Belge. Le Belge n'avait pas de pull. Alors il mettait son sac de couchage sur lui et il marchait avec pour essayer de se tenir chaud. La randonnée est un peu difficile et quand on grimpe au milieu de ces vieux cratères éteints, toutes les plantes sont recouvertes de cendres issues du volcan. À mesure qu'on se rapproche du sommet, il n'y a plus du tout de végétation. Le paysage est dépourvu de végétation, comme sur la Lune. Vous entendez quelque chose? Non, on n'entend rien. On ne voit rien et on n'entend rien. Il y a ces énormes roches et ces pierres qui ont été crachées par le volcan. Il y a des tas de pierres et de la cendre partout. Il y avait quelque chose d'effrayant à propos de ce volcan. Il était recouvert de brume et on entendait les roches craquer, comme si le sol bougeait. On a campé ici le soir et on entendait la montagne gronder. Ce soir-là, tel un géant grincheux souffrant d'indigestion, le volcan se met à vomir, donnant ainsi un aperçu à Steve de sa puissance impressionnante. Wow, je le sentais venir. J'ai contacté ma famille et je leur ai dit, si je meurs, je vous lègue mon camion. J'ai vraiment cru que je risquais de mourir. Le lendemain matin, alors que Steve se rapproche du sommet du cratère, les signes montrant qu'il s'agit d'un volcan hautement lunatique deviennent de plus en plus alarmants. Sur la montagne, il y a des cheminées partout et de la fumée qui sort. C'est la seule fois où j'étais stressé. Le sol pouvait exploser sous mes pieds. Quand j'ai marché sur le bord, j'en avais la chair de poule. On aurait dit le bruit d'un avion à réaction. Le sol est chaud. Ça fait un vrombissement. Mais le bruit change constamment à cause de la pression. Alors que Steve regarde dans ce cratère bouillonnant, j'ai peur, mais en même temps je suis excité. Santiaguito se réveille soudainement. Oh la vache, faut pas rester là.
Je me souviens que ça s'est passé très vite. Le nuage de cendres a jailli très haut. Il était énorme. J'étais là à regarder et je me disais « Waouh !» Oh la vache, j'y crois pas. Je me suis retourné et j'ai vu mon copain courir. Et je me suis mis à courir aussi. Ah, c'est les pierres! On est parti au bon moment. Après avoir vu Santiaguito exploser sous ses yeux, bizarrement, Steve a très envie de revenir. C'était un moment spécial pour nous. On a survécu, on s'en est sortis. Il veut célébrer le cratère à sa façon, aussi surprenante soit-elle. Je retournerai le filmer mieux que ça. J'y retournerai avec du bon matériel vidéo et je rendrai la scène très spectaculaire. Je pourrai faire la roue sur le bord du cratère en attendant que le volcan entre en éruption. Nous savons tous que l'une des substances dangereuses produites par les volcans est la lave, une roche en fusion surchauffée. Quelque part sous cet arc-en-ciel, à Hawaï, l'un des endroits de la planète où l'activité volcanique est la plus importante, cette rivière féroce suinte d'un tunnel de lave. La couleur orange vif indique des températures de plus de 1000 degrés, alors que le rouge foncé correspond à des températures comparativement plus froides, de l'ordre de 700 degrés. Mais même cette lave plus foncée détruit tout sur son passage. Pourtant, sous cet arc-en-ciel aux couleurs éclatantes, le spectacle est incroyablement magnifique. Quand cette roche en fusion surchauffée rencontre de l'eau froide, l'effet est spectaculaire. Hawaï étant un archipel au milieu du Pacifique, cette vision n'est pas rare. En fonction de sa viscosité, la lave peut couler jusqu'à 65 km/h. Alors que cette cascade de lave frappe l'océan, l'eau bout instantanément et forme des nuages de vapeur. Un jacuzzi marin prêt à l'emploi, offert par Dame Nature. Le son se propage à plus de 300 mètres par seconde. Mais c'est très lent par rapport à la vitesse de la lumière. Ainsi, lorsque le mont Tavourvour entre en éruption en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on remarque les ondes de choc fendre le ciel avant l'apparition du bang supersonique. Attention au choc, ça va venir. Bon sang! J'hallucine. Ça, c'est un accueil fracassant. Cet homme est la preuve vivante que la lave peut frire les cellules du cerveau à distance. On est au beau milieu de ce qui semble être la planète Mars. Je suis pas sûr, mais bon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre ce téléphone dans de la lave en fusion. De la lave pure. Et on va voir s'il survit. Vous avez bien entendu. Il est curieux de voir si son très onéreux smartphone va résister à la lave qui fait 1000 degrés. On va voir ce qui va se passer. Eh bien, je peux vous le dire tout de suite, il ne résistera pas. Ça n'a pas manqué. En quelques secondes, il est grillé. Il brûle. Oh, il est en feu! Il brûle! Bon, je crois que c'en est terminé pour lui, les amis. Sans commentaire. Ah, voyons voir la batterie. C'est chaud, ce truc. « 3 janvier 2018. La tempête Eleanor frappe l'Angleterre, menaçant des vies et causant des ravages considérables. Alors que tout le monde court se mettre à l'abri, à Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre, Sam Light s'apprête à risquer sa vie pour éprouver le frisson suprême. Je fais du kitesurf depuis 14 ans.
Je suis professionnel depuis 10 ans. Je me qualifierais de chasseur d'orage parce que je guette les tempêtes qui se préparent dans l'Atlantique et qui se dirigent vers l'Angleterre. Et je m'arrange pour être là et faire du kitesurf quand elles arrivent. Il y avait eu beaucoup de bulletins météo d'alerte. On parlait de vents de 130 km/h qui allaient frapper la côte, avec une forte houle et des vagues énormes. La tempête Eleanor semblait s'intensifier à mesure qu'elle approchait. Et ça me procurait un mélange d'appréhension et d'excitation. Alors que Sam se prépare à partir pour Hayling Island, un spot prisé de kitesurf, les conditions sont pires que celles annoncées, avec des vagues hautes de 1,80 m et des rafales allant jusqu'à 160 km/h. Il y a une certaine fenêtre où les conditions sont idéales pour surfer. En général, en cas de vent fort et de tempête, on a de grosses vagues à marée haute. Et moi, je cherche à surfer sur des vagues toujours plus grosses et par des vents toujours plus forts, pile au bord de la limite. C'était vraiment l'une des plus grosses tempêtes que j'ai vues en Angleterre. Le vent était très violent. Chaque année, il y a des gens qui repoussent les limites de plus en plus, et certains poussent les limites un peu trop loin. 2 personnes ont dû être plongées dans un coma artificiel pendant 1 semaine parce qu'elles ont heurté l'eau tellement fort qu'elles ont perdu connaissance, et leurs poumons étaient tellement remplis d'eau qu'elles étaient à 2 doigts de mourir. Ça m'a vraiment fait prendre conscience du danger. Alors que Sam atteint Hayling Island, l'endroit est désert. À juste titre, personne n'estime prudent de risquer sa vie. Il y avait d'énormes vagues qui s'écrasaient sur la plage. On pouvait à peine marcher sur la plage, alors encore moins faire du kitesurf. Les gens vous prennent pour un fou. Les vents étaient très forts et il y avait des rafales. Alors c'était au petit bonheur la chance pour être synchro avec le vent et les vagues. On est à la merci des éléments. On a de grosses vagues et des vents forts, surtout dans les tempêtes. C'est comme un combat que l'on mène. C'est comme si on luttait contre cette tempête. Quand il y a une tempête comme ça, le vent est très cyclonique. Et il y a de grosses variations entre les rafales et les accalmies. Ça va de 55 km/h à 110 km/h, ce qui a une énorme incidence sur le kite. On peut se retrouver brusquement tiré sur la plage. Ou alors le kite peut soudain retomber. Il y a d'énormes variations, alors il faut être extrêmement prudent. Mais les rafales et les vents soufflant en tempête ne constituent pas le plus gros danger. Comme nous sommes en plein hiver, la moindre mésaventure dans une eau à 7 degrés Celsius peut engendrer le cycle fatal de l'hyperventilation puis de l'hypothermie en l'espace de quelques minutes. Dans la tempête Eleanor, la température de l'eau était le paramètre le plus dangereux d'après moi. Parce que si quelque chose cassait, avec toutes les vagues qu'il y avait, je n'aurais pas pu nager pour regagner la plage. Alors je veillais à rester assez près de la plage. Je faisais mes sauts, mais du coup, c'était tout aussi dangereux parce que sauter près de la plage était aussi risqué. Il fallait pas que j'atterrisse sur la plage. Il fallait trouver le juste milieu. Rester dans cette zone plus sûre représente un défi éprouvant supplémentaire. En effet, cela signifie qu'il faut affronter les brisants en bordure de littoral. On a enregistré des vagues d'environ 2 mètres. C'est à peu près la hauteur qu'on a constatée ici. Il y a tout un tas de différents paramètres qui peuvent mal tourner. Les vagues, le vent, les rafales, la maîtrise du kite. Si un truc va de travers, l'eau se métamorphose en béton. Et quand on tombe de 20 mètres de haut, à partir du moment où on perd connaissance, on a de faibles chances de survie. J'ai eu quelques vagues et quelques rafales super qui m'ont permis de sauter vraiment, vraiment haut. Mais à un moment, j'ai pris le haut de la vague et la lèvre s'est mise à déferler et m'a envoyé beaucoup plus haut que d'habitude. Il a fallu que je reprenne le contrôle dans les airs, mais ça ne m'a pas empêché d'atterrir brutalement sur l'eau.
Peut-être que j'ai pas suffisamment de gratitude pour Dame Nature. C'est pour ça que je suis sorti dans ces conditions. Je crois que c'est cette adrénaline et ce sentiment de conquérir la tempête qui me font sortir par ce temps-là. J'adore ça. Quand des coups de vent rencontrent nos océans sauvages, les choses peuvent très vite dégénérer. Ce ferry circulant sur la frontière américano-canadienne se ferait un passage dans d'immenses vagues mouchetées de blanc. Mieux vaut ne pas être garé devant. C'est pas vrai. Cette femme ne peut qu'assister impuissante au lavage impromptu de son véhicule. Le seul problème, c'est que ce lavage à l'eau de mer est corrosif et très mauvais pour les circuits électriques. Lorsque l'océan bouillonne sous des vents de force 10, ayez une pensée pour ces pauvres travailleurs coincés sur une plateforme pétrolière. Des vagues de 18 mètres de haut balayées par le vent balancent cette plateforme comme un berceau. Pourtant, il n'est pas question de s'endormir pour les personnes à bord, en proie au mal de mer et à la peur à l'état brut. Dans la série Chasseurs d'orage, tandis que la plupart des gens ferment les écoutilles face à des vents de force 10, cet homme sort en jubilant avec sa planche à voile. Mais ses efforts en valent la peine, car il part quasiment en orbite. Ses sauts vertigineux l'envoient au 7e ciel. Mais retomber d'aussi haut peut faire très mal. Ce kayakiste s'en va pagayer par une journée où le temps s'annonce menaçant. Et évidemment, un éclair en zigzag confirme un dangereux orage. À 4 km du rivage, il doit pagayer pour sauver sa peau. Non seulement il lutte contre des vents de 110 km/h, mais les capteurs de son kayak détectent de dangereux courants d'arrachement d'une vitesse de 4 mètres par seconde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet homme s'est fourré dans une véritable galère. Heureusement, il arrive de justesse à se mettre hors de danger. Tout à l'heure, nous avons vu comment, en 2017, 2 séismes dramatiques ont frappé le Mexique à quelques jours d'intervalle. Bien que le deuxième soit plus faible, c'est-à-dire à 7,1 sur l'échelle de Richter, il est beaucoup plus meurtrier, car son épicentre se trouve juste en périphérie de Mexico, l'une des plus grandes conurbations du monde. Le voyageur américain Henry Hidrovo se retrouve pris dans le mouvement de foule. Je suis sorti et ma première réaction a été de garder mon sang-froid. Je suis resté sans bouger, je savais pas trop quoi faire. Je me trouve dans le quartier de Condesa, à Mexico. Je venais de sortir de la salle de sport et j'ai vu un immeuble entier s'effondrer, là, juste devant moi. C'était surréaliste. On aurait dit un film catastrophe. C'était très effrayant. Il y avait beaucoup de bruit, mais ça m'empêchait pas d'entendre les hurlements. C'était un bruit horrible. Il y a beaucoup de cris, les gens sont hystériques. C'est très effrayant. Les gens montrent les immeubles du doigt et ils essaient de s'enfuir. Il y a un immeuble assez haut derrière moi et personne ne veut rester à côté.
Après m'être assuré que j'étais dans un coin sûr, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est peut-être que je peux faire quelque chose pour aider. Je vais essayer d'entrer dans cet immeuble qui s'est effondré. Peut-être que je peux aider. Mais quand Henry arrive sur place, un danger encore plus important et plus dramatique l'attend. Ils disent qu'il y a une fuite de gaz. Les canalisations de gaz ne sont pas enterrées. La plupart se trouvent au-dessus du sol. Alors c'est pour ça que les risques de fuite de gaz sont plus importants là-bas. Il y a plein de fumée nocive qui vient par là. Tout le monde s'en va. C'était le véritable chaos. Les gens couraient dans la rue, certains à gauche, d'autres à droite. C'était la panique générale. À quelques pâtés de maisons d'ici, une urgence encore plus alarmante vient de surgir. Une école s'est effondrée avec des élèves et des instituteurs à l'intérieur, dans une scène que les témoins pourraient qualifier d'insoutenable. Roberto Torres, bénévole pour des associations humanitaires, est l'un des premiers à arriver sur les lieux. J'ai entendu ce bruit horrible d'un immeuble qui s'effondrait. Et j'ai vu le nuage de poussière. Soudain, j'ai entendu une explosion, comme si le gaz sortait à haute pression. Alors je me suis mis à crier comme un fou. Il y a une fuite de gaz! Partez! Restez pas là! Il y a une fuite de gaz! Il faut évacuer! Puis j'ai entendu des cris très forts. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur. Il y a plein de gens à l'intérieur. Ils crient. Regarde à l'intérieur. Ils crient. Appelle-les. Les pleurs des enfants venaient d'un trou. Il y a des enfants ici, au secours! À l'aide! Il y a des enfants! Ils appellent au secours! Il faut que quelqu'un de petit entre là-dedans. Sortez-les! Il y a des enfants là-dedans! Je voyais ces enfants qui étaient tous rassemblés au fond. Ils étaient 7 ou 8 et ils pleuraient désespérément. Les pauvres gamins étaient complètement paniqués. Leurs cris me fendaient le cœur. Venez par ici, venez. On s'est mis à crier. Venez par ici, venez vers nous. On les guidait vers nous parce qu'il y avait une ouverture. Et de là, on pouvait les dégager. Par ici, mon petit. Quand ces enfants nous ont vus, ils ont commencé à avancer vers nous. Viens là, ma petite. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand j'ai vu qu'on avait sorti 6 ou 7 enfants, il y en a encore à l'intérieur. J'ai vu l'instituteur paniquer parce qu'il y avait encore 2 enfants piégés. Alors que Roberto se démène pour trouver un moyen de dégager les 2 écoliers, dans leur immeuble, les frères et sœurs Gerardo et Tanya Eichelman ont du mal à se remettre de la peur de leur vie. Quand le tremblement de terre s'est arrêté, j'ai cru que toute la ville de Mexico s'était effondrée. Je savais qu'une autre réplique pouvait suivre. Alors j'ai dit à Tanya, on y va, on descend. En descendant, on voyait qu'il y avait des dégâts différents à chaque étage. J'étais bouleversé, extrêmement bouleversé pour les gens. Je me suis dit, combien sont morts? Je me suis estimé très chanceux. J'ai eu de la chance de pouvoir évacuer l'immeuble sain et sauf. Ce sont des émotions que je ne veux plus jamais revivre. Elles étaient trop fortes et elles m'ont profondément marqué.
Pendant ce temps-là, à l'école effondrée, l'un des écoliers piégés a été sauvé. Mais l'autre reste coincé et il est incapable de bouger. Quand j'ai vu que personne n'allait à l'intérieur, ne sachant plus que faire, j'ai sauté et j'ai demandé à un homme de tenir mon téléphone. Je suis entré dans le trou et j'ai rampé comme un militaire. Jamais de ma vie, je n'étais entré dans des gravats ou dans un trou comme ça. Quand il a senti ma main, il est venu vers moi. Par son acte courageux, Roberto sauve le dernier enfant. Il est par la suite acclamé pour son courage. Ils me disent que je suis un héros. J'ai agi instinctivement. Je leur suis venu en aide parce que chaque être humain se doit d'aider son prochain. Malheureusement, 19 enfants et 6 adultes sont morts dans cette catastrophe survenue à l'école primaire. En tout, le tragique séisme de Mexico a fait 363 morts, ce qui incite le président Enrique Peña Nieto à décréter 3 jours de deuil national. C'est l'un des chapitres les plus bouleversants de l'histoire du pays et qui reste toujours éprouvant pour des personnes comme Roberto Miranda. Les enfants sont morts. Et franchement, ça m'a tué aussi. À chaque fois que je vais au bureau, je vois les mères de famille à genoux, en train de prier pour leurs enfants. Tous les jours, ça me fait mal de voir ces parents. La douleur est toujours là. Dans cet épisode, nous avons vu la puissance incroyable de Dame Nature. Au plus près de l'action, nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et nous rire au nez. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, parce que personne ne peut arrêter la nature meurtrière.